Bonjour à tous, on s'était arrêté dans une précédente vidéo à la création d'un chatbot simple. L'objectif de cette vidéo, c'est désormais de connecter votre base de données personnelle, votre base de données propriétaire, à votre chatbot. Donc en gros, si vous avez une société, que vous avez des connaissances que vous voulez mettre à la disposition de vos employés, ou que vous souhaitez mettre à la disposition de vos clients, puisque vous avez par exemple un service client, eh bien vous pouvez créer vous-même votre propre chatbot que vous allez connecter à votre propre base de données. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors petit disclaimer, la semaine dernière j'ai tout fait sur Chrome. Cette fois-ci je le fais sur Safari. J'ai vu qu'il y avait quelques bugs sur Chrome, donc voilà, je préfère vous prévenir au cas où. Peut-être est-ce mieux d'utiliser Mozilla ou Safari, ou alors c'est un problème que j'ai eu personnellement. En tout cas voilà, j'ai changé de navigateur, je préférais vous le dire. Donc récapitulons un petit peu ce qu'on avait fait la semaine dernière. Allez, c'est parti. Donc, on avait donc connecté un modèle OpenAI, hein, on lui avait mis une clé, on avait sélectionné un modèle, on avait mis une entrée du chat et une sortie du chat qui permettait du coup de dialoguer avec notre modèle. On lui avait adjoint un prompt, si vous vous rappelez bien, qui permettait non seulement de lui donner une indication, un système prompt comme on appelle, et de lui adjoindre la mémoire de la conversation qui est donc ici et qui est donc connectée, comme cela. Alors, j'ai eu des commentaires, hein, des questions qui me disaient oui, mais en fait, la mémoire, elle existe déjà. Pas besoin de la mettre. En fait, non, encore une fois, il ne faut pas confondre le service qu'offre OpenAI, ChatGPT, et le fait que nous-mêmes, on recrée ChatGPT. En fait, c'est un petit peu différent. En fait, on lui donne les caractéristiques qui nous intéressent. ChatGPT, il est déjà un peu agentique, il a déjà un modèle, il vous met à disposition de la mémoire, il fait beaucoup de choses. Nous, là, en fait, on traite avec le modèle de manière brute. Donc, c'est à nous de savoir exactement ce qu'on veut de lui. Et en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est avoir un module mémoire, mais c'est tout à fait optionnel. On veut avoir un module prompt, et encore une fois, c'est tout à fait optionnel. Donc, vraiment, c'est à nous de voir comment on veut architecturer tout ça. Donc bref, ça c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc encore plus cool, et je suis ravi de pouvoir le faire avec vous, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle un RAG, qui est un gros méchant mot pour Retrieval Augmented Generation, qui est un énorme mot horrible pour dire une base de données. Voilà, on fait une base de données qui, et il est vrai, a certaines spécifications, mais on va en parler, vous allez voir, rien de très compliqué. Donc voilà, maintenant la base de données elle est créée. C'est pas encore complètement terminé. Il faut qu'on aille dans Data Explorer. C'est un peu compliqué, je suis désolé. Vous cliquez sur Create Collection. Alors c'est quoi une collection? C'est tout simplement un rangement à l'intérieur de votre base de données. On va dire que c'est une sous-base de données, pour faire simple. Et vous lui donnez un nom. Donc là, on va lui donner le même nom pour pas s'embêter. Hop. Ensuite, il nous pose une question un peu horrible. Quel modèle d'embedding souhaitez-vous utiliser? Alors, ça peut paraître un peu compliqué. En fait, ça ne l'est pas. Je vais vous expliquer dans quelques instants ce que c'est. Juste, faites exactement ce que je fais et vous allez comprendre. Petite interlude, voilà, je lance la chaîne, comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment besoin de votre soutien, alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à diffuser cette chaîne, ça me fait hyper plaisir. Merci beaucoup d'ailleurs de la regarder. La deuxième chose, c'est que je suis actuellement en train de lancer une formation, elle est presque terminée, j'ai presque terminé de tourner l'ensemble des vidéos, donc si vous êtes intéressé, j'ai mis un petit formulaire en dessous, n'hésitez pas à laisser votre contact. Et si vous le laissez, eh bien, vous aurez tout simplement 25% de réduction sur la formation qui sort si vous l'achetez. Merci beaucoup pour votre soutien et à très vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir Bring My Own. Voilà, moi c'est comme ça que je préfère faire parce que j'ai plus de contrôle. Donc je lui donne le nom que je veux et là il me demande un nombre de dimensions. Alors c'est pareil, compliqué à comprendre. C'est quoi des dimensions? Pareil, on va y arriver, vous inquiétez pas, c'est tout simple, il n'y a aucune difficulté. Donc là, je veux juste que vous me suiviez, vous allez juste cliquer sur ADA 002, voilà, Embedding,
comme ceci. Et vous cliquez sur Create. Voilà, c'est fait. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir attendre que la collection soit terminée et on va revenir dans Langflow. Donc on avait sélectionné ici AstraDB, hein, qui est notre base de données. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est hop, sélectionner le nom. Donc voilà, vous cliquez sur le nom de la base de données que vous avez créée. Elle va apparaître automatiquement. Si elle n'apparaît pas automatiquement, vous avez Refresh List, tout simplement. Vous pouvez refresh, voilà, ça va rafraîchir. Hop, vous mettez ça. Et là, vous allez avoir quelque chose de nouveau, une collection. La collection, vous savez, c'est la sous-base de données qu'on a créée, qui est ici. Voilà, super. Écoutez, on a fait presque le plus dur. Maintenant, comme vous le voyez, il y a des petits points. Il a besoin de plusieurs points. Il a besoin de ce truc là un peu horrible qui s'appelle Embedding Model. Il a besoin d'ingérer de la donnée. Alors pourquoi? Alors, on va commencer déjà par expliquer exactement pourquoi on appelle ça un vector store. Hein, ici, vous voyez AstraDB, c'est classé comme un vector store. Et ensuite, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un embedding. En fait, c'est tout simple. Dites-vous qu'une vector store, c'est comme si c'était une salle. Voilà. Ou une bibliothèque. Allez, on va dire une bibliothèque. Tac. Et des embeddings, on va dire que ce sont des objets. Et quand vous allez dans une bibliothèque, eh bien, vous cherchez un livre. Par exemple, vous allez chercher un livre d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, vous savez que les livres d'histoire sont rangés à gauche. Et chaque livre d'histoire a en fait un coordonné, il est à gauche sur l'étagère au milieu, par exemple. Et puis si vous voulez vous renseigner sur la géographie, vous savez que c'est pas à gauche, mais c'est à droite. Et chaque livre de géographie a des coordonnées bien précises sur cette étagère. Donc c'est exactement ça en fait. Un vector store, c'est une bibliothèque et tous les objets qui sont stockés à l'intérieur de cette bibliothèque ont des coordonnées et ces coordonnées sont en fait des embeddings. Rappelez-vous, ça c'est vos cours de seconde. Voilà, donc si vous voulez vous faire un petit rafraîchissement, hein, on parlait de vecteurs et ces vecteurs, eh ben, en fait, ils ont des coordonnées. Voilà, c'est exactement ça ce qu'on fait. Donc en fait, c'est des maths de seconde. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais en vrai, c'est ça ce qu'on fait. Donc voilà, bref, j'espère que vous avez compris ce que c'est que des embeddings et des vector stores. Mais bon, ça ne nous dit pas comment on va mettre de la data dans notre vector store. Et ben en fait, pour ça, c'est très simple. Paf, on va mettre un fichier. Voilà. Ce fichier, on va le choisir. Alors moi, le fichier que je sélectionne, c'est un fichier de 150 pages qui est le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Voilà, super. Un truc imbitable où on ne comprend rien. Mais c'est un bon exemple puisque vous voyez qu'il y a énormément de choses, énormément d'informations. Et le but, c'est de lier ce fichier à notre base de données. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, on ne peut pas le mettre comme ça. On ne peut pas faire avaler à la base de données tout le fichier. Ça n'aurait pas de sens. En fait, ce qu'on veut, c'est que notre base de données range des parties de ce fichier. Comme ça, on peut appeler on peut les appeler de manière individuelle. Vous allez comprendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre split, voilà, boum, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lier mon fichier à ce petit module qui s'appelle split. Et ce sont des chunks, donc en fait ce sont des petits bouts que je vais faire ingérer, comme ça. Et donc, si je fais play, vous voyez, donc là, il est en train de loader le fichier. Voilà, et il en a créé plein de petits bouts, plein de petits bouts. Donc, il a créé 865 pages de petits bouts, au lieu de faire un énorme bout. Alors là, ce qu'on lui dit, c'est qu'il va prendre des parties de 1000 caractères,
et il va ajouter 200 avant et après. Comme ça, en fait, il est sûr d'obtenir le contexte de chaque petite partie. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est lui mettre un séparateur. Alors, regardez, si on regarde un petit peu ce fichier, c'est un peu compliqué, en fait, de le séparer. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre 1000 mots, et 1000 caractères, et il va en ajouter 200 avant, 200 après. Mais en fait, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir sectionner chaque partie. Et peut-être que le mieux, c'est pas parfait. Il faudrait retraiter idéalement ce fichier pour ajouter par exemple des caractères particuliers comme un dollar entre chaque paragraphe. Mais bon là, pour la démonstration, on va pas le faire. Ce qu'on se dit, c'est en fait, à chaque fois qu'il y a une parenthèse, en fait, ça va constituer un petit bout. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire. Donc on va lui indiquer une parenthèse. Voilà. Et il nous manque plus qu'une chose, c'est à lui mettre ses coordonnées. Parce que là, donc, on a le fichier, on le met en petits bouts, on le balance dans la base de données, mais la base de données, pour fonctionner, pour la ranger, elle a besoin d'avoir les coordonnées, elle a besoin de savoir comment les ranger. Et donc, ici, vous allez utiliser Text Embedding 3 Small, puisqu'on a dit qu'il y avait 1512 dimensions. Voilà, en fait, chaque modèle a un nombre de dimensions différentes. Nous, on a utilisé 1512, mais vous auriez pu faire le double en utilisant large, ou ADA, c'est 1512, il me semble, de mémoire également. Vous rentrez votre clé API qui est ici si ce n'est pas fait. Rappelez-vous, vous pouvez toujours l'ajouter comme ça. Et là, on est prêt. Donc en fait, on a juste à cliquer sur Play. Et ce que ça va faire, c'est que ça va prendre ce texte, le splitter, l'envoyer dans la base de données. La base de données va interroger OpenAI en disant hey, aide-moi à ranger tous les livres, aide-moi à ranger tous les articles. Et voilà pour la première étape. Voilà, donc ça a terminé de créer la base de données. Alors juste une petite précaution à prendre. On est sur datastacks.com qui est un peu limité en performance parce que c'est gratuit ce qu'on utilise. Donc vous ne pouvez pas charger des fichiers qui sont gigantesques. Ça peut ne pas fonctionner. Si vous voyez que votre fichier est trop lourd en termes de mégas, vous faites un extrait tout simplement, vous le copiez-collez, vous le mettez dans un éditeur de texte et c'est le fichier TXT que vous mettez dans le fichier. Tout simplement, et ça fonctionnera. Voilà, donc là on a créé la première partie, donc on va aller voir directement dans AstraDB à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez, donc on a bien inséré les données, et là on peut voir, regardez, on a un vecteur avec des chiffres en fait, qui montrent en fait, les coordonnées de l'objet, de l'embedding. Et puis on a les métadatas, le contenu, etc. etc. Et bien maintenant on va revenir dans Langflow. Hop, c'est bon. Donc maintenant qu'on a monté notre base de données, le mieux à faire en vrai, pour pas s'embêter, on va l'enlever. Elle est faite, elle est constituée. Donc on a juste besoin de répéter plus ou moins ce qu'on avait fait avant. Donc pour ça, on va reprendre notre base de données Astra. On la met ici. Voilà. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier le chat input à la search query, puisque maintenant, le but, ça va être de rechercher dans cette base de données en fonction de ce que l'utilisateur recherche. On sélectionne notre base de données, ça ne change rien. On sélectionne ceci, voilà, notre sous-collection, rappelez-vous, ça ne change rien. On rajoute nos embeddings de la même manière, parce qu'il faut être capable de décoder où sont les coordonnées de l'objet. Et je lis le point vert au point vert. Voilà. Donc là, on n'a plus besoin d'ingérer de la data. La data, elle est déjà présente. Alors maintenant, comment on va connecter notre base de données au modèle d'OpenAI ? En fait, c'est très simple. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. C'était dans le dernier cours qu'en fait, tout pouvait être contenu dans le prompt.
En fait, c'est ce qu'on va faire. On va tout dériver dans le prompt. Donc en fait, ça, hop, je le coupe. Et on va aller dans Template, on met question, ici, question, et on rajoute la base de connaissances. Moi, je vais l'appeler knowledge, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, comme ceci. Hop, hop, knowledge, check and save. Et voilà, maintenant j'ai deux choses qui sont apparues, knowledge et question. Donc la question, en fait, c'est ce que me dit l'utilisateur, hein, tout simplement. Et mon knowledge, c'est mon search result, c'est ce qui sort de ma base de données. Alors malheureusement, comme vous pouvez le voir, ici c'est rouge, donc je ne peux pas le plugger. Hein. Le rouge ne peut aller que sur le rouge et le bleu ne peut aller que sur le bleu. Donc j'ai une toute petite étape à ajouter qui s'appelle Data to Message, en fait, simplement parce que ici ça sort de la donnée, donc il faut formater cette donnée. Donc on va la mettre comme ceci. Et ensuite, tout simplement, c'est ce message, donc la sortie du moteur de recherche, qu'on va plugger sur le prompt. Voilà, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre les choses un peu plus jolies. Hop, on va réorganiser tout ça. Voilà. Tac, comme ça. Un peu plus compréhensible. Donc, on répète. On a une entrée de l'utilisateur qui va aller être automatiquement transmise au prompt et en même temps, elle est transmise à notre moteur de recherche interne. Ce moteur de recherche interne va permettre de localiser le texte qui est le plus proche de ce que recherche notre utilisateur en utilisant le module d'OpenAI. Ensuite, il nous le sort, on le formate et on met tout dans le prompt. La question, les connaissances, la mémoire, tout. Et ensuite, c'est ce prompt qu'on va passer en fait au système message. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre plus en input. Vous voyez, notre système message, en fait, il ne sert pas à grand chose. C'est vraiment de la déco. En fait, on peut tout mettre dans le prompt et c'est beaucoup plus clair à mon sens. En fait, encore une fois, ce système message, ça ne sert à rien. Bref, peu importe. Donc voilà, maintenant, il est venu le temps de tester. Et là, je voudrais lui poser la question, que nous dit le règlement européen sur les données biométriques? Voilà, allez, hop, send. Donc là, regardez ce qu'il fait, tac, en fait, il est en train, donc là, il a dit, hop, il a déjà interrogé la base de données, il a formaté, il a mis dans le prompt, et là, OpenAI est en train de mouliner. En attendant, regardez, voilà, il a identifié 4 textes qui étaient intéressants pour nous. Ce texte, il l'a formaté et il l'a transmise dans le prompt. Et regardez, on a la question qui apparaît là, la mémoire, il n'y en a pas puisque c'est le premier message qu'on pose. Et ici, il passe l'ensemble de ce qui, pour lui, est pertinent. Donc voilà, OpenAI a bien traité toute l'information et nous l'affiche. Ici. Alors, évidemment, on peut jouer avec le prompt pour lui dire, par exemple, ne réponds à la question que en te basant sur le knowledge. N'utilise aucun autre savoir. Et là, il va vraiment uniquement se concentrer sur le knowledge. Donc en fait, vous pouvez vraiment éditer le prompt pour formater, entre guillemets, la donnée que vous voulez obtenir. Et voilà, vous avez créé votre premier RAG. Bravo à vous. Eh bien, à la prochaine vidéo et à très vite.